Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info en version française. Dans les actualités de ce jour, ouvrons ce journal par la page politique. La plateforme politique Irmar est actuellement la cible de poursuites à caractère politique étant donné la levée de l'immunité parlementaire et les poursuites engagées sans preuve claire et en dehors des procédures légales par le régime en place, a déclaré aujourd'hui le 7e vice-président de l'Assemblée nationale en réagissant aux poursuites visant le député Augustin Ndjiamana-Nour accusé de complot en vue d'un coup d'État. Face à cette situation, le chef de l'opposition appelle les autorités religieuses à examiner de près les faits qu'il qualifie d'injustes. Les détails dans ce reportage. Aucune preuve formelle n'a été présentée et pourtant le vice-président de l'Assemblée nationale exécute l'ordre émanant de la ministre de la Justice pour la levée de l'immunité parlementaire du député Augustin Ndjiamana-Nour. L'institution parlementaire perd totalement de sa crédibilité du fait que le président de l'Assemblée nationale ne fait qu'exécuter des instructions, a affirmé aujourd'hui le 7e vice-président de l'Assemblée nationale. Il n'y a eu ni enquête et les accusations n'ont aucun fondement clair. Il s'agit selon lui d'une justice politique. Le vice-président de l'Assemblée nationale, Milavon Silobert, a réitéré que cette persécution politique ne vise que les membres ainsi que les élus de la plateforme politique Irmar. La rencontre entre l'ancien gouverneur de la région Vakna Karadj et le député Augustin Ndjiamana-Nour avec l'actuel président du FFKM doit-elle être interprétée à tort comme une atteinte à la souveraineté nationale ? Ainsi, le groupe Irmar appelle les autorités religieuses du pays à prendre leurs responsabilités face à ce qu'ils considèrent comme une injustice à leur encontre. Il est à rappeler que les domiciles du député Augustin Ndjiamana-Nour et de l'ancien gouverneur de région Vakna Karadj Avivat Tourakoutvao ont fait l'objet d'une perquisition le week-end dernier. Cette opération a conduit à l'arrestation de ce dernier ainsi qu'à la procédure de levée de l'immunité parlementaire du député Irmar. Poursuivant dans la page diverses, les médecins de la polyclinique d'Ilaf ont décidé de suspendre les séances de dialyse à compter d'aujourd'hui en raison du non-paiement de leur salaire. Selon leur déclaration, le dernier versement remonte au mois de décembre 2025. Face à cette situation, les patients sous dialyse à la polyclinique expriment leur vive inquiétude. Ils appellent les autorités compétentes à examiner de près cette affaire et à résoudre le problème dans les plus brefs délais. Reportage de Aniane Martina et Yves Janel. Au total, 156 patients suivent un traitement de dialyse à la polyclinique d'Ilaf. Ils redoutent pour leur survie depuis la décision du personnel de suspendre les séances, effectives dès aujourd'hui. Cette mesure fait suite au salaire impayé du personnel de l'établissement. Le coût d'une séance de dialyse s'élève à 200 000 ariars. Or, ces patients doivent en moyenne effectuer 3 séances par semaine. Un traitement onéreux, difficilement accessible mais vital. Les malades lancent ainsi un appel urgent afin qu'une solution rapide soit trouvée. De leur côté, les employés de la polyclinique d'Ilaf ont également lancé un appel pressant. Payer nos salaires, réclament-ils. Comme tout un chacun, ils ont des familles à charge et affirment travailler sans rémunération depuis 2 mois. Selon les informations, le 9 décembre 2025 est la date du dernier paiement perçu par le personnel de la polyclinique d'Ilaf. Madagascar doit mettre le secteur de l'agriculture et de l'élevage en priorité afin de faire face aux différentes menaces. Les dégâts enregistrés à Touamasna suite au passage du cyclone Gézani en sont un exemple marquant selon les déclarations faites aujourd'hui par l'ambassadeur de l'Union européenne à Madagascar. Une agriculture et un élevage résilients face au changement climatique sont nécessaires pour assurer un développement durable. C'est dans cette optique que s'inscrit le projet Strossar mis en œuvre au sein de la communauté de développement de l'Afrique australe ou SADC est financé par l'Union européenne. Reportage de Aniane Martina et Yves Janel. La région d'Anos figure parmi celles affichant le taux le plus élevé d'insécurité alimentaire à Madagascar, selon les études. C'est d'ailleurs l'une des régions pilotes où les partenaires lanceront le projet de développement durable du secteur agricole et de l'élevage dénommé Strossar. Il s'agit d'améliorer les systèmes agricoles et d'élevage afin de les adapter au changement climatique et de mieux faire face aux menaces qui frappent le sud de l'île, selon les explications. L'objectif est d'assurer la sécurité alimentaire et surtout de réduire la malnutrition dans ces zones. Le secteur de l'agriculture et de l'élevage doivent ainsi être placés au rang des priorités nationales.
l'actualité nous rappelle malheureusement de manière trop vive, avec ce qui s'est passé dans la région de Tamatave, que la sécurité alimentaire, la durabilité des filières, la pérennisation des projets et de la production agricole, la productivité agricole des petits agriculteurs, des femmes, des jeunes, de tous ceux qui contribuent de manière individuelle à l'effort collectif, est extrêmement importante. Environ 9500 agriculteurs seront concernés par cette première phase du projet, selon les précisions. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ou FAO, en assure la mise en œuvre avec un financement de l'Union européenne. La sécurité alimentaire et la bonne nutrition sont les pierres angulaires du développement. Madagascar, en conduisant cette initiative, montre l'exemple. Nous sommes fiers de notre collaboration en tant que Nations Unies et nous sommes aussi fiers de notre partenariat avec les partenaires internationaux. Cette initiative aujourd'hui, les initiatives qui sont lancées sont, comme je dis, exemplaires, mais aussi vont aider à aller dans le sens de la mise en œuvre de la politique générale de l'État. L'amélioration du secteur agricole et de l'élevage permettra d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Elle contribuera également de manière significative à la lutte contre la malnutrition qui touche sévèrement le sud et le sud-est de l'île actuellement. Selon les dernières statistiques publiées, environ 1,7 million de personnes rencontrent des difficultés d'accès à une alimentation suffisante et saine dans les régions du sud et du sud-est du pays. Toujours dans cette page sociale, le cyclone Gézani a provoqué des perturbations dans le secteur des transports. Certains véhicules ont été contraints de passer de nuit sur la route avant d'arriver à Touamasn. Le nombre de passagers à destination de Touamasn est également en baisse en ce moment, selon les explications des responsables de la gare routière Maki Indutapenak aujourd'hui. Les détails avec Fin-Jessena Mireille sur les images d'Yves Genel. Coupure de route, montée des eaux, tels sont les obstacles rencontrés par les acteurs du transport à la suite du passage du cyclone Gézani à Madagascar. Toute l'organisation des départs et des arrivées a été perturbée. On constate également une faible affluence des voyageurs, notamment pour l'axe à destination de Touamasn. Les responsables de la gare routière Maki Indutapenak appellent tous les usagers de la route à faire preuve de prudence, même si le cyclone est déjà passé, afin de prévenir les accidents. Et les gendarmes du poste avancé de la Tsnen Ibiti ont intercepté le mercredi 11 février dernier 2 individus en possession de 50 sacs de cannabis d'un poids total de 371 kilos. Leur arrestation a été rendue possible grâce à un signalement émanant d'un citoyen de bonne volonté. Les 2 suspects ont été placés en détention provisoire et l'enquête se poursuit. Reportage de notre correspondant à Antirabé, Jameson Ranjanarmanan. Les gendarmes du poste avancé d'Ibiti, dans la commune rurale d'Alatsnen Ibiti, district d'Antirabé 2, ont saisi le mercredi 11 février dernier, dans un endroit appelé Impik, 50 sacs de cannabis d'un poids total de 371 kilos, transportés par 2 individus. Les renseignements issus d'un citoyen de bonne volonté a permis aux gendarmes de procéder à leur arrestation. L'affaire a déjà été déférée devant la justice et les 2 frères ont été placés en détention provisoire. Le chauffeur du véhicule ayant transporté la marchandise fait également l'objet d'une enquête en cours. Les investigations menées par la gendarmerie se poursuivent afin d'identifier l'origine de ces stupéfiants ainsi que les éventuels destinataires. Les forces de l'ordre appellent une nouvelle fois la population à signaler sans délai tout fait suspect au sein de la communauté. Dans les actualités de ce jour également, le carême débute aujourd'hui pour les fidèles catholiques. Comme le veut la tradition, il est marqué par le mercredi des cendres. Rose Christelle Rakout-Malal nous rappelle dans ce reportage l'essentiel à connaître sur le carême et les cendres. Le carême est une période de 40 jours de préparation à Pâques. Il commence le mercredi des cendres et s'achève le samedi saint. Selon les explications, le nombre 40 rappelle les 40 années de marche du peuple d'Israël dans le désert, un passage de l'esclavage vers la terre promise. Il évoque également les 40 jours passés par Jésus dans le désert, dans le jeûne, la prière et la lutte contre les tentations. Voici les pratiques demandées durant le carême.
la prière qui renforce la relation avec Dieu, le jeûne qui apprend à se maîtriser et à trouver d'équilibre dans ses actes, le partage ou l'aumône qui consolide la relation avec les autres. Le mercredi des cendres et le vendredi saint sont les seuls jours obligatoires de jeûne. Tous sont tenus de jeûner, sauf les enfants, les parents âgés et les personnes fragiles. Les vendredis du carême, les fidèles s'abstiennent de viande ou de tout aliment contenant du sang, en communion avec la souffrance du Christ qui a versé son sang le vendredi saint. Concernant les cendres, elles symbolisent la fragilité et les limites de l'être humain. Elles expriment la volonté de se repentir et le désir de revenir vers Dieu. Les paroles prononcées par le prêtre lors de l'imposition des cendres résument ce sens. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras poussière. Les cendres sont tracées en forme de croix, rappelant que, même si nous tombons, Dieu peut nous relever, nous purifier et nous aimer davantage. Le carême est ainsi un temps qui ravive l'espérance, car il nous rappelle que Dieu ne se lasse jamais de relever et de purifier ceux qui ne cessent de se tourner vers lui. Le mois sacré du Ramadan a débuté également pour les fidèles musulmans à Madagascar et à travers le monde. Durant 29 à 30 jours, les croyants observent le jeûne quotidien du lever au coucher du soleil, un temps fort marqué par la prière, le partage et la solidarité. Le point avec Ruth Christelle Rakoutou-Magal. Du lever au coucher du soleil, ni nourriture, ni boisson. Le jeûne du Ramadan constitue l'un des 5 piliers de l'islam. Mais au-delà de l'abstinence, ce mois sacré est avant tout un moment de purification spirituelle et de rapprochement avec Dieu. Dans les mosquées, les fidèles se rassemblent chaque soir pour accomplir les prières nocturnes appelées tarawih. Les lieux de culte connaissent une affluence particulière durant cette période. Au coucher du soleil, place à l'iftar, la rupture du jeûne. En famille ou entre proches, chacun partage un repas souvent débuté par des dattes et de l'eau, conformément à la tradition du prophète Mahomet. Les tables se remplissent ensuite de plats variés, préparés avec soin. Le Ramadan est également synonyme de générosité. Les fidèles multiplient les actes de charité et les dons en faveur des plus démunis. La solidarité occupe une place centrale durant ce mois béni. Dans les marchés, l'ambiance est aussi particulière. En fin d'après-midi, les commerçants constatent une hausse de fréquentation, les familles venant acheter les ingrédients nécessaires à la préparation de l'iftar. Le Ramadan s'achèvera par la célébration de l'Eid al-Fitr, une grande fête marquant la fin du jeûne, avec prières collectives, visites familiales et moments de convivialité. Un mois de discipline, de foi et de partage qui rythme la vie de millions de musulmans à travers le monde. Dans le reste des actualités de ce soir, toujours dans les actualités locales, plus de 2500 jeunes plantes ont été mises en terre par les membres de l'association regroupant les entreprises du Vivac Nakaraja samedi dernier dans la commune rurale de Vinan Karein. Par ailleurs, des travaux d'entretien et de suivi ont été effectués sur les arbres plantés au cours des années précédentes dans cette même commune. Reportage de James Orangian Arman, un correspondant de Viva à Ansirabé. Comme chaque année, les membres de l'AFIUVA, l'association regroupant les entreprises du Vivac Nakaraja, ont réalisé un reboisement dans la commune rurale de Vinan Karein samedi dernier dans le cadre de la préservation de l'environnement. Avant la mise en terre des nouveaux plants, ils ont procédé avec leurs partenaires à l'entretien des arbres déjà plantés les années précédentes. Le bilan des 8 années de reboisement menées par l'AFIUVA dans la commune rurale de Vinan Karein est positif. Environ 400 membres de l'association ont participé à cette opération, au cours de laquelle plus de 2500 jeunes plants ont été mis en terre. La collaboration avec la commune rurale de Vinan Karein permet d'assurer l'entretien et le suivi des jeunes plants nouvellement mis en terre.
Dans les actualités internationales de ce soir, l'Iran a assuré que Téhéran et Washington s'étaient entendus en Suisse sur un ensemble de principes directeurs pour un possible accord, alors que Washington se déclare plus méfiant. Le vice-président J.D. Vance a noté que les divergences persistaient sur les lignes rouges américaines. France 24 nous en dit plus. Impopulaire, y compris à l'extérieur. La délégation iranienne quitte les pourparlers avec les États-Unis qui viennent de s'achever sous les huées d'opposants iraniens et de manifestants anti-république islamique. Les discussions, elles, auraient avancé. Pas encore de feuille de route, mais une vision plus claire des actions à entreprendre, selon le chef de la diplomatie iranienne. Quant au président iranien, il affirme que le pays est ouvert à une vérification de son programme nucléaire qui a le potentiel d'arriver en quelques mois à produire l'arme atomique. En 2015, lors de la signature de l'accord sur le nucléaire, le taux d'enrichissement d'uranium était de 3,67%. Il y avait 300 kg d'uranium enrichi. Les centrifugeuses diminuent de 19 000 à 5 060 et les inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique sont autorisées. Depuis le retrait américain de ces accords en 2018 et jusqu'aux frappes de juin dernier, le taux d'enrichissement d'uranium a atteint les 60%. Il y a un stock total de 8 300 kg d'uranium enrichi, la présence de centrales non déclarées, dont une centrale sous la montagne, et les inspections de l'AIEA ne sont plus autorisées que par intermittence. Le régime iranien serait aussi prêt à des concessions sur la part de son stock la plus enrichie, en échange de la levée des sanctions qui étouffent son économie. Pas suffisant pour Washington, qui veut aussi mettre sur la table le programme balistique iranien, ainsi que les milices aux ordres de Téhéran qui déstabilisent la région. Le président a fixé certaines limites que les Iraniens ne sont pas encore prêts à reconnaître et à respecter. Si un accord paraît encore très loin, un troisième cycle de pourparlers est déjà à l'étude. Et le Parlement péruvien a voté la destitution du président par intérim, Jorge Yeri, visé par 2 enquêtes pour trafic d'influence présumé à l'approche de la présidentielle du 12 avril 2026. Les détails toujours avec France 24. Sous les applaudissements des membres de son cabinet, José Reri fait ses adieux au gouvernement. En 4 mois, il est le 2e président destitué par le Parlement péruvien. 75 députés ont voté pour, 24 contre et 3 se sont abstenus. Le désormais ex-président est soupçonné de trafic d'influence dans 2 dossiers. L'un porte sur des rencontres non déclarées avec des entrepreneurs chinois, l'autre sur le recrutement irrégulier de collaboratrices gouvernementales. José Reri avait obtenu son mandat par intérim en octobre dernier, après la destitution de Dina Boluarte, présidente, elle aussi par intérim, accusée de ne pas avoir contrôlé une vague de violence liée au crime organisé. Les manifestants de la génération Z avaient très vite demandé la démission de José Reri. Sa chute est maintenant célébrée dans les rues de Lima. Plus jamais, pas un vote de plus pour ces partis d'extrême droite. Nous ne leur ferons plus confiance, car ils ont prouvé leur immoralité et leur incompétence. Nous demandons à ceux qui rejoignent la direction du Congrès d'assumer de manière responsable les 2 mois et demi avant les élections et de faire ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire simplement de mener le pays aux élections. Le départ forcé de José Reri s'inscrit dans un cycle d'instabilité politique chronique au Pérou. En 10 ans, pas moins de 7 présidents se sont succédés au sommet de l'État. Les prochaines élections générales se tiendront le 12 avril prochain. Et dans le reste des actualités internationales, ils viennent du Kenya, d'Érythrée, Afrique du Sud, de Madagascar ou encore du Bénin. Aujourd'hui, 14 athlètes représentant des nations africaines sont en compétition aux Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina. Une minorité, mais pour le skieur érythréen Sanon Abeda, la représentation de personnes de couleur a énormément progressé depuis sa première participation aux Jeux Olympiques d'hiver en 2018. France 24. Ils viennent du Kenya,
d'Érythrée, d'Afrique du Sud, de Madagascar ou encore du Bénin et représentent leurs pays respectifs aux Jeux olympiques d'hiver. Ces skieurs ont tous été repérés par Henry Rivers, fondateur de l'organisation NBS, qui vise à promouvoir l'inclusivité dans les sports d'hiver. Nous identifions, développons et soutenons des athlètes de couleur à travers le monde pour leur permettre d'atteindre le plus haut niveau. Sans NBS, certains de ces athlètes n'auraient pas pu participer aux Jeux olympiques. En tout, 14 athlètes représentant 8 pays africains sont en lice. Une minorité. Mais pour le skieur érythréen Shannon Abeda, la représentation de personnes de couleur a énormément progressé depuis sa première participation aux Jeux olympiques d'hiver en 2018. À Pyeongchang, c'était incroyable de voir certains pays africains aux JO d'hiver pour la première fois. Mais à Pékin en 2022, il y en avait moins, notamment à cause du Covid. Donc c'est super de venir ici et de voir autant d'athlètes originaires de ces pays. Je me sens moins seul. D'autres participent aux Jeux d'hiver pour la première fois, comme le jeune skieur béninois Nathan Chibozo, bien décidé à profiter de l'expérience. Pour moi, c'est une grande fierté de représenter le Bénin. Donc je suis très content. En plus, c'est la première fois que le Bénin est aux Jeux olympiques d'hiver. Aucun athlète africain n'a encore décroché de médaille aux Jeux olympiques d'hiver. Mais pour Henry Rivers, ce n'est qu'une question de temps avant que l'un d'entre eux ne finisse sur le podium. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne soirée sur Viva. Au revoir.